pour notre prochaine table ronde, qui porte sur la radicalisation violente. Où en sommes-nous en 2023? Nous avons trois panélistes. La première personne, c'est M. Louis Audet Gosselin, qui est directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisation mêlant à la violence. M. Leslie Touré-Capot, professeur adjoint Centre Urbanisation, Culture, Société de l'INRS. Et Mme Amani Bra, qui est analyste à l'ERIPI, doctorante en sociologie à l'Université de Montréal, en co-tutelle avec l'Université La Foscari de Venise. Peut-être je le prononce, je le prononce bien. Merci, Amani. Donc, ma première question, et je veux commencer avec Amani. Et par la suite, tour de rôle, Amani, Leslie, Louis Audet-Gosselin. Quel est votre lien avec la radicalisation? Sur quoi vous travaillez-vous actuellement? Donc, Amani, à toi là. Merci, Habib. Alors moi, actuellement, je suis, comme tu viens de le dire, analyste à l'IRIPI depuis 1 an et demi désormais. Et je suis aussi étudiante au doctorat en sociologie à l'Université de Montréal, en co-tutelle avec la Ca' Foscari de Venise. Et actuellement, je fais une thèse qui porte sur les vécus des familles des djihadistes. Et j'ai fait une comparaison entre l'Italie, le Québec et la Tunisie. Et il faut dire que ces chapeaux des sociologues, il est arrivé très, très tard dans mon parcours parce qu'avant ça, je suis une militante engagée sur les terrains. En fait, je suis engagée sur mon terrain dès l'âge de 13 ans dans mon pays d'origine, qui est l'Italie, dans la région de l'Emilia-Romagna, au nord de l'Italie. Et j'étais engagée au sein du milieu communautaire comme bénévole, animatrice, formatrice dans ce qu'à l'époque on appelait l'intégration des familles musulmanes à la société italienne. Donc, j'ai couvert plusieurs rôles et j'ai été présente sur les terrains. Après, j'ai fait plusieurs formations différentes. J'ai une licence en langue, culture et société du Moyen-Orient et une maîtrise en médiation interculturelle et interméditerranéenne. Et c'est au cours de ces processus, entre ma licence et ma maîtrise, pendant que j'étais aussi impliquée dans les communautaires, j'ai pu travailler et rencontrer plusieurs personnes qui justement ont affaire avec les domaines de la radicalisation violente. Et notamment, c'était lors de mon parcours de maîtrise, c'était un parcours international où j'avais l'opportunité de fréquenter à chaque trimestre. On s'est déplacé dans un établissement universitaire différent, un peu partout en Europe, en Afrique et en Asie. Et dans ces parcours de maîtrise, j'ai commencé à me poser de plus en plus des questions sur ces phénomènes parce que j'avais des connaissances, des collègues, des amis, plusieurs jeunes qui commençaient à être étiquetés comme radicalisés ou comme violents ou comme terroristes. Et je m'ai posé, j'étais vraiment très, très poussée par une curiosité au début. Et je suis tombée, j'ai rencontré ma directrice actuelle, qui est Valérie Amiro. Je l'ai rencontrée dans une conférence et elle m'a proposé de venir ici, à Montréal, pour faire mon stage de maîtrise et écrire mon mémoire. Et c'est à partir de là que pendant tous les parcours de maîtrise et ici, j'ai commencé à me concentrer encore plus sur ces domaines. Et c'est ma directrice qui m'a permis de questionner et d'étudier dans les cadres des sciences sociales ce qui relevait d'abord du vécu personnel en tant que personne engagée. Et j'ai pu en faire l'objet d'une thèse sociologique dans le cadre de mon doctorat qui porte sur cette comparaison. On oublie toujours. Merci beaucoup, Amani. En tout cas, on est chanceux de t'avoir avec nous à l'ERIP, ça, je peux te le dire. Merci beaucoup. La même question à Leslie. Leslie, c'est quoi le lien, ton lien avec la radicalisation? On se connaît depuis un petit bout, mais on veut t'entendre là-dessus. Déjà, merci beaucoup, Habib, justement, de m'avoir invité à cette table ronde. Mon lien avec la radicalisation remonte peut-être à justement, je pense qu'avec Amani, on partage ce lien avec Valérie Amiro, qui a été ma directrice de thèse en fait la responsable scientifique de l'équipe de recherche plus radicale autour justement des enjeux de pluralisme et radicalisation. Donc mon lien avec la radicalisation commence à mon appartenance à cette équipe de recherche, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui a œuvré pendant à peu près une dizaine d'années autour de la chaire de recherche de Valérie Amiro sur ces questions de pluralisme d'un côté et de radicalisation de l'autre.
Parallèlement, moi, j'ai mené ma thèse sur les pratiques transgressives des jeunes montréalais et montréalaises, sur une réflexion autour de ces pratiques, une réflexion autour des transgressions, de la notion de transgression, autour, en commençant par une définition, une approche de cette notion de radicalisation pour comprendre de quoi on parlait, comment on en parlait et de qui en parlait. C'est peut-être le point de départ de ma réflexion autour de cette notion. La violence, notamment l'association de la notion de radicalisation avec celle de violence, prend d'autres, résonne différemment, notamment dans mon travail. Et je pense que c'est important d'en parler, mais on y reviendra. Donc c'est surtout le lien que j'ai avec cette notion est surtout lié à mon travail avec l'équipe de recherche pluralisme et radicalisation. Excellent. Je vais donner la parole à Louis Audet-Gosselin. Donc, c'est la même question toujours. Votre lien avec la radicalisation, sur quoi vous travaillez? Bonjour, merci Habib pour l'invitation. Moi, c'est Louis Audet-Gosselin. Je suis directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Donc, clairement, la radicalisation est vraiment au cœur de mon travail. Donc, l'organisme que plusieurs connaissent probablement, fondé en 2015 par la Ville de Montréal avec le soutien du gouvernement du Québec, mais qui est une organisation à but non lucratif. Donc, qui offre du soutien, fait de la prévention au niveau individuel avec des personnes en situation de radicalisation ou leur entourage, mais qui fait aussi des actions de prévention, disons, plus larges avec un programme éducatif en sensibilisation et aussi un volet recherche. Donc, moi, je suis le directeur scientifique du volet recherche, donc qui mène effectivement des recherches appliquées là, en soutien aux programmes de prévention, toujours dans le but d'améliorer les programmes, les façons d'intervenir ou de prévenir vraiment la radicalisation. Et je sais qu'on va parler de la notion de qu'est-ce que ça veut dire plus tard. Donc, on mène des projets de recherche aussi autonomes. Pour l'instant, là, on commence un projet de recherche sur les enjeux de misogynie violente, l'enjeu du genre dans le parcours de radicalisation. On se rend compte que c'est une notion très transversale. Donc, voilà en gros mon lien professionnel avec cet enjeu. Merci beaucoup. Mais si je vous pose la question, lorsqu'on parle de radicalisation en 2023, de quoi parle-t-on? Donc, je vais donner la parole à Amani et à tour de rôle, Amani, Leslie et Louis. Donc, Amani, à toi la parole. De quoi parle-t-on aujourd'hui lorsqu'on dit radicalisation? Merci, Habib. C'est une très bonne question, notamment parce que pour moi, les mots qu'on utilise sont très, très importants. Et en fait, moi, en tant qu'analyste à l'IRIPI, j'en parlais justement avec mon directeur Habib. Je lui disais, parce que je suis en pleine rédaction de ma thèse, et je lui disais justement que j'étais de plus en plus en difficulté à utiliser ces termes et que j'étais vraiment mal à l'aise. Et j'ai commencé à me poser des questions, d'où aussi l'idée de ces colloques qu'on a eu ensemble pour justement dire, on en est où aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je me sens mal à l'aise de l'utiliser alors que je suis impliquée dans les domaines et je travaille aussi dans la recherche dans ces domaines depuis plus que 7 ans? Et en fait, en tant que personne impliquée là-dedans depuis plusieurs années, j'ai vraiment assisté à ce que j'appelle, et ce qui a été appelé aussi par d'autres auteurs, la fabrique de cette nouvelle catégorie. Parce qu'en fait, on parle un peu, quand je dis nouvelle, c'est pas pour dire que c'est quelque chose qui n'existait pas, c'est parce que c'est un terme qui existait déjà et qui appartenait à tout autre domaine, notamment à la sociologie des mouvements sociaux, et ça indiquait quelque chose de collectif et pas forcément avec une connotation négative. Et petit à petit, on a pris ces termes et on l'a adapté dans tout autre contexte, on l'a vidé de son sens initial et on a décidé d'en faire quelque chose d'autre. Et surtout, on lui a donné un accès purement individuel, donc un processus qui concerne un individu qui va se radicaliser jusqu'à la violence. Donc déjà, les termes, c'était pas son sens initial et ce n'est pas forcément adapté au phénomène dont on devrait parler. Mais après, on a viré sur autre chose et c'est pour ça que je parle des fabriques parce que c'est vraiment, on a vraiment assisté à une fabrication artistique
Pas dans le sens que c'est un phénomène qui n'existe pas ou qui a été inventé ou quoi que ce soit, absolument pas, mais dans le sens que ce terme, il a été pris dans notre contexte, il a été adapté à toute autre chose et on en a fait plusieurs nuances, plusieurs flous dans ces définitions. Des fois on définit, des fois on définit pas, des fois on les prend par acquis, des fois on sous-entend déjà savoir qu'est-ce que c'est alors que pas forcément. Donc il y a eu un moment où on était un peu, toutes chercheurs et chercheuses étaient un peu perdus là-dedans et surtout parce que c'est un contexte, c'est quelque chose, la chose qui me frappe le plus de cette définition, c'est qu'elle n'est jamais contextualisée. Et en fait, on sous-entend que lorsque je vais parler des radicalisations ou radicalisations violentes, ben moi et la personne face à moi, ben on entend la même chose par ces termes. Alors que ben, pas du tout, parce que quelque chose qui peut être radical ici au Québec, ça n'allait pas forcément en Italie, pas en Tunisie, pas au Burundi ou pas n'importe où. Et c'est pour ça que la comparaison, par exemple, dans le cadre de ma thèse, elle est fondamentale parce qu'elle permet de voir que c'est un concept polysémique, c'est un concept qui n'est pas fixe, qui a beaucoup évolué dans les temps et dans les espaces et c'est un phénomène qui, selon la façon dont il va être posé et défini dans chaque contexte, ben, il va y avoir différentes réponses politiques qui sont apportées, qui reflètent les représentations politiques profondément enracinées dans chaque tissu social et ainsi les conséquences qu'ils vont avoir sur les personnes qui composent cette société, notamment dans le cadre de ma thèse, les conséquences sur les familles. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, ben, surtout suite aux premiers attentats au début des années 2000, c'est une catégorie, la radicalisation, qui a été construite parce qu'il y a des autorités, il y a des personnes qui se sont rassemblées, qui ont construit un problème social existant, qui ont dit, bon, là, il y a une phase de problématisation, on a un problème, il faut trouver des solutions, donc on va se rencontrer, on va qualifier certaines situations des anormales, des radicales, on va mettre des alarmes sur certains comportements, sur certaines choses, et cela va attirer l'attention d'une certaine partie du public. C'est où on en est arrivé aujourd'hui, à mon avis, dès le début de mon implication et de mon travail, c'est que, de un, on est dans un complet mauvais usage de la notion, parce que c'est pas ça que la notion indiquée au début, c'est pas son sens étymologique. On a une acceptation actuellement dominante pour laquelle on sous-entend certaines facettes des radicalisations. On la prend de plus en plus comme synonyme des terrorismes, islamisme, salafisme, extrême droite, etc., etc. Et on en a fait vraiment un processus individuel qui dépolitise tout et qui centre tout sur les individus qui vont se radicaliser. Donc pour moi, en voulant résoudre un problème qui était suite aux attentats, etc., ben on a fini par construire un autre problème qui est le concept des radicalisations violentes, qui n'est pas fidèle à la réalité de ce qui se passe dans la société et dans les tissus sociaux. Et on a produit aussi un problème sans le vouloir, parce que, ou en le voulant, on ne sait pas, mais on a créé aussi ce qu'on appelle, ce que Marwan Mohamed il appelle les problèmes musulmans. Donc, on a fait en sorte que tout ce qui a été définition du portrait typique, qui pourrait finir plus dans la radicalisation violente, qui non, quels sont les signaux faibles, qu'est-ce qui devrait attirer notre attention, qu'est-ce qui devrait nous alarmer, ben, ça en fait en sorte qu'on a stigmatisé de plus en plus certaines parties de la population. Et il y a des personnes qui aujourd'hui payent les pots cassés de tous ces travaux qui a été fait ou mal fait concernant les définitions et concernant les termes à utiliser. Il y a des personnes qui, dans leur vie quotidienne et ordinaire, ben, ils payent les pots cassés de ces travaux qui n'a pas été fait ou qui a viré mal à un certain moment dans toutes nos recherches qui ont été faites. Donc, moi, actuellement, aujourd'hui, je pense que la définition, elle n'est pas là. Il y en a trop, il y en a plusieurs, elles ne sont pas contextualisées. Donc, il faudrait se recentrer et presque recommencer à zéro pour travailler vraiment sur soit un phénomène, soit en déconstruire un autre dont il n'est plus le cas maintenant parce qu'on a parlé du tout et de rien. Donc, on ne sait pas trop où on en est aujourd'hui. Très intéressant, merci. Donc, vraiment contextualiser, resserrer les taux autour de de ce concept-là pour mieux le définir, si on peut dire. Leslie, à toi la parole. Donc, toujours la même chose. Lorsqu'on parle de radicalisation en 2023, de quoi parle-t-on? Merci pour ce tour de parole, mais en fait, c'est très difficile de passer après à Manu, puisque cet exposé brillant montre un peu le portrait de où on en est, c'est-à-dire que je pense que ce qu'elle met en question, c'est la pertinence de la notion actuellement, en montrant sa généalogie, en fait,
fois scientifique et intellectuelle. C'est sur son usage galvaudé aussi. Je pense que ce qu'elle a montré aussi, c'est comment quand on parle de fabrique, on parle justement de la manufacture d'un problème social, avec une panique morale sous-jacente. Peut-être que l'élément sur lequel moi je reviendrai à partir de cet exposé brillant, c'est surtout cette notion de jeunesse, la pluralité de la jeunesse qui est prise pour acquise. Dans ce qu'on entend quand on discute de radicalisation violente, on sous-entend aussi, c'est-à-dire on cible, comme l'a bien expliqué Amani, une certaine partie de la population. Elle a bien expliqué en fait le problème, la fabrique du problème musulman. Mais moi, je reviendrai peut-être sur cette notion de jeunesse, c'est-à-dire que ce qu'on entend par jeunesse est pris souvent pour acquis. On a défini d'ailleurs, notamment ce matin dans les présentations, le critère de l'âge pour définir la jeunesse, alors que la notion de jeunesse en termes sociologiques est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée. C'est-à-dire que on parle de transition. On parle l'âge n'est pas la seule variable, le seul critère pour définir la jeunesse. Et de quelle jeunesse on parle, de quelle forme de jeunesse on parle, de quelle pratique on parle. Donc, au problème musulman, je rajouterais la stigmatisation de la jeunesse elle-même comme problème en soi, qui complexifie l'approche de la problématique liée à ce qu'on pourrait appeler la radicalisation violente. Deuxièmement, ce que j'évoquais un peu plus tôt, sur cette notion de violence elle-même. Quand on entend, excusez-moi, là, je perds mes mots, mais qu'est-ce qu'on entend par violence quand on parle de cette radicalisation? Et comme je reviendrai à ce que j'évoquais un peu plus tôt, qui parle de cette violence, de quelle violence on parle, et qui sont les auteurs ou les autrices de ces violences-là? Et je rajouterais dans le cycle de violence, la violence des institutions elles-mêmes et des acteurs incarnant ces institutions. Notamment, je pense que ce qui a été évoqué dans l'exposé brillant d'Amani, c'est les champs de production intellectuelle, scientifique, journalistique, etc. Et politique. Comment on implique dans l'individualisation du phénomène, la psychologisation du phénomène, euh, la participation active de la violence des institutions et des acteurs qui incarnent ces institutions elles-mêmes. Et c'est peut-être ça où on en est aujourd'hui, c'est peut-être ça une des limites de cette approche individualisante et psychologisante du phénomène, comme l'expliquait Amani un peu plus tôt, pour prendre en compte des dynamiques collectives beaucoup plus larges et beaucoup plus complexes. Et je m'arrêterai là. C'est très bien, merci. Je vais donner la parole à Louis. Louis, tu as la parole. Merci. Il y a beaucoup de points vraiment importants qui ont été nommés. Leslie a mentionné la notion de panique morale. Je pense que c'est vraiment ça. La création du terme dans son entendement du 21e siècle est vraiment liée à une panique morale face à l'implication de certains jeunes musulmans dans des mouvements terroristes, qu'on comprenait mal, et on comprenait mal pourquoi ces individus-là étaient attirés par ces mouvements violents-là qui leur apportaient pas nécessairement un bénéfice immédiat, là. Donc, on sortait vraiment des analyses contre-terroristes classiques où on essayait de comprendre les réseaux ou de comprendre les motivations ou les analyses en sciences politiques là, sur les différents mouvements sociaux. Les revendications des groupes terroristes, essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est absolument la confusion autour des termes est effectivement totale. Donc, on se retrouve à essayer de expliquer ce qu'on fait, moi, j'explique le nom de mon organisation assez souvent, dans la mesure où spontanément, on va comprendre, et on a le même problème un peu avec l'extrémisme, où on va comprendre, on va voir une espèce de courbe normale où il y a un centre qui est plus ou moins correct et quand on s'éloigne trop aux marges, on commence à avoir des problèmes. Donc, on veut ramener les gens vers un milieu.
Mais ben, c'est pas ça, en fait. C'est pas du tout ça. On peut avoir des idées radicales sans être radicalisé au sens où on l'entend, ou au sens où on veut le prévenir, ou sans être extrémiste au sens où on le veut euh, faire de la prévention. C'est-à-dire que être communiste ou libertarien ou être contre l'utilisation des animaux dans l'alimentation, tout ça, ce sont des positions qui peuvent être jugées comme étant radicales par rapport à un centre, mais qui ont rien d'antisocial ou de potentiellement violente en soi. Euh, on peut redéfinir la violence, effectivement. Et tout l'appareil qui a été mis en place de prévention de la radicalisation a été, par certains acteurs, a été pensé comme a été acté, en tout cas, comme un outil de contrôle social. Euh, ce qui est. Et on rame toujours à essayer de sortir de cette situation-là. Et effectivement, le fait que ça a pris la radicalisation de jeunes musulmans en Europe ou en Amérique du Nord pour qu'on crée tout cet appareil de prévention-là, alors qu'on ne l'avait pas fait pour d'autres mouvements précédemment, ben, ça place dans une situation assez difficile. Ceci dit, je- on peut débattre du nom, ou peut-être je ne suis pas vraiment du tout attaché à ce terme-là plus qu'un autre. Je vais laisser les collègues en recherche fondamentale trouver des meilleurs termes. Qu'à présent, c'est celui avec lequel on fonctionne au quotidien, avec ce que ça a de bon et de moins bon. Euh, mais la montée de l'extrême droite au Québec, puis plus récemment la pandémie, nous a montré que le cadre qu'on avait créé, puis en ciblant certains facteurs de vulnérabilité, en essayant de renforcer des facteurs de protection, ça permet de, de- de faire de la prévention qui, à mon sens, est efficace. David plutôt mentionnait l'évaluation, là, ce qui est pratiquement impossible de démontrer hors de tout doute l'efficacité d'un programme de prévention individuel. Et on sait que ça ne règle pas tout le problème parce que le problème n'est pas individuel. La radicalisation nous pointe la société vers des enjeux structurels qui blessent et qu'il faut aussi prendre à bras le corps. Mais par exemple, la question de la jeunesse, le mouvement contre les mesures sanitaires ont bien montré que le processus de radicalisation, comme on l'entend, n'est pas propre à la jeunesse et peut toucher un peu n'importe qui, à n'importe quel âge. Beaucoup des passages à l'acte violent, surtout des acteurs plus individuels, sont le fait d'hommes, principalement dans la trentaine, quarantaine, voire cinquantaine. Donc, on a les éléments pour déconstruire les préjugés autour de la notion ou les présupposés. Mais bon, peut-être qu'effectivement, il faudrait remettre en question le terme en tant que tel. C'est une discussion qui est quand même fructueuse. Très intéressant. Et ma question, et là, je veux m'adresser à nouveau à Amani. Donc, ma question, mais comment on peut réduire les méfaits entre guillemets, de ce qu'on appelle la radicalisation? Comment on peut, comme on l'a dit tantôt, puis Louis l'a nommé et David tantôt, c'est l'éradiquer, c'est presque impossible, mais comment on peut réduire ces méfaits? Amani, Oui. à toi la parole. Oui. Très bien. Alors, en premier lieu, pour réduire les méfaits, moi, je tiens à préciser que pour moi, c'est une étape importante, celle de s'arrêter et de prendre les reculs par rapport à tout ce qu'on a produit d'un point de vue médiatique, politique, scientifique, académique sur ce qui étaient les concepts des radicalisations violentes, non seulement pour une question que les termes, c'est pas les bons, aussi ça, mais aussi
considérer et prendre conscience des effets des essais qu'on a produits, hein, parce qu'on on a tous participé dans ça dans les 20 dernières années. Et en fait, c'est la majorité des études très récentes là, qui commencent à sortir, ils ont prouvé qu'ils ont démontré que l'interprétation, les signalements et tout ce qui a été fait concernant la radicalisation pendant ces 20 ans, ben, ça a contribué à... c'était beaucoup de l'ordre de l'ethnoculturel, racial, religieux, et ça a fait en sorte que ça a vulnérabilisé, ça a fragilisé une bonne partie de la population. Et ça, c'est quelque chose dont, pour moi, il faut prendre conscience et il faut le reconnaître et il faut le mettre en avant-propos avant de pouvoir parler de ces sujets. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on peut se recentrer et on peut recommencer et travailler sur les phénomènes qui touchent quand même à une minorité des sociétés. Et la première chose pour pouvoir s'intéresser à ça, et c'est ce que je fais dans ma thèse, et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé la thèse et je me suis lancée dans un projet de doctorat tout de suite après ma maîtrise. Je n'ai même pas eu le temps de respirer. J'ai fini fin juillet, j'ai commencé en septembre mon doctorat. Et c'est parce que pour moi, la plus grande faille qui existe actuellement, dans la plus grande lacune dans les politiques publiques et tout le monde qui opère dans les mondes de la prévention, déjà, il faudrait revoir aussi les concepts de prévention, mais moi, je tiens beaucoup à... il y a une grande méconnaissance des vécus des personnes concernées. On parle beaucoup, on fait beaucoup des quantis, on fait des questionnaires, on fait des choses un peu virtuelles, mais on se concerte un peu aussi, j'ai remarqué ça dans mes 3 contextes aussi, entre nous, entre chercheuses, entre académiciens, entre scientifiques, alors que les personnes qui connaissent les mieux les sujets que nous, on est en train d'étudier, ben, c'est les personnes qui sont directement concernées, qui l'ont vécu, les phénomènes, qui l'ont subi, notamment, c'est pour ça que je m'intéresse aux proches, parce que je me suis dit, ben, je les ai vus. En fait, moi, pendant mon mémoire de maîtrise, il portait sur le processus de radicalisation des jeunes. Et c'est quand j'ai interviewé plusieurs psychologues, intervenantes et plusieurs familles aussi pour avoir des informations sur leurs enfants. À un moment donné, dans un entretien, j'étais à Montpellier et j'ai eu maman qui m'a dit, écoute, moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Moi aussi, j'ai en vécu. Moi, je suis les parents de cet enfant. Moi, j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses. On ne s'intéresse pas à ce que moi, j'ai à dire. Personne n'est venu me demander comment moi, j'ai vu les choses, comment moi, j'ai vécu, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Personne n'a demandé ma parole. Et c'est les personnes qui, après, Bouchra Manaï, elle appelle les personnes sans voix. Donc, c'est des personnes auxquelles on ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse pas à la parole des personnes concernées. On ne leur donne pas la parole. Et ça, pour moi, c'est une priorité pour pouvoir réduire les méfaits. C'est de s'intéresser à qu'est-ce qui s'est réellement passé dans les faits. Quels sont les récits de ces personnes? Quelle est leur parole? Quel est leur vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est les personnes mieux placées aussi pour nous dire, la structure, par exemple, une fois, comme je disais tantôt, qu'on s'est rencontrés et on a décidé qu'il y avait un problème public à résoudre, et qui dit problème, dit solution aussi. Donc, les politiques publiques, elles ont offert plusieurs solutions. Ici, c'était les centres de prévention. En Italie, c'est complètement sécuritaire, donc c'est complètement entre les mains de la police, des carabinieri, etc. Donc, une fois qu'on a mis un appareil en système, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les familles sont allées vers ces personnes? Est-ce qu'on est au courant du fait que ces ressources existent? Est-ce qu'une fois qu'on détecte quelque chose, un comportement, un discours ou quelque chose qui nous alarme en tant que parents, en tant que sœurs, en tant que frères, est-ce que je sais vers qui je dois aller? Est-ce que je me sens à l'aise d'aller vers cette institution? Est-ce que je peux choisir l'institution vers laquelle aller? Est-ce que il y a vraiment dans les récits, je ne vais pas donner des spoilers pour ma thèse qui est en pleine rédaction, mais il y a vraiment beaucoup des choses qui sortent des récits. C'est extrêmement riche et c'est extrêmement fidèle à ce qui se passe réellement, parce que je ne suis pas derrière mon ordi en train de m'inventer une théorie sur qu'est-ce qui pourrait s'être passé peut-être si je pense. Non, c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que ce sont les personnes concernées qui vont me dire qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'est la première chose. C'est vraiment de s'intéresser au récit des personnes concernées et de parler avec ces personnes et pas à leur place. Donc, leur donner la parole qui leur est des droits. Et en deuxième lieu, pour moi, c'est très important de s'exposer, parce qu'on reste très silencieux sur la manière dont on fait les choses. On sait qui s'occupe de quoi, mais on ne sait pas comment on s'en occupe. Au moins de s'impliquer à l'interne des plusieurs institutions pour comprendre, OK, comment est-ce qu'on va décider que ça c'est radical, ça c'est possible d'être violent, lui il a fait un discours un peu limite.
qu'est-ce que je vais faire après que j'ai détecté les comportements limites? Est-ce que ce que je vais faire répond vraiment aux nécessités? Est-ce que ça va vraiment apporter une solution? Donc, on sait qui fait quoi, mais on ne sait pas trop comment les choses sont faites et on n'est pas assez transparent sur ce qu'on évalue comme radical ou pas, ce qu'on va faire comme processus après, et les décisions qu'on va prendre, comment on va les prendre, pourquoi on va prendre cette décision plutôt que l'autre, parce qu'après, on risque que tout peut relever du subjectif, et ça fait en sorte aussi qu'après, les personnes concernées, elles ne vont pas se sentir à l'aise d'aller vers les institutions, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire après, on ne sait pas comment ça marche, j'ai peur, donc je ne vais pas aller où je n'ai pas confiance. Donc, ça, ce sont deux choses qui, pour moi, sont très, très importantes. Et après, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais j'ai que 4 minutes, donc je vais me taire. C'est bon, merci. Je retiens l'importance du récit et l'importance aussi de s'adresser aux proches, donc de parler avec les personnes parce qu'ils voient, ils sont concernés aussi dans cette question-là. Et donc, c'est très important d'avoir cette vue d'ensemble. Leslie, à toi la parole. Donc, toujours la même question. Euh, donc, la question étant, comment peut-on réduire les méfaits de la radicalisation? Je continuerai un peu sur la même lancée que Kamani également, mais la question c'est comment réduire des méfaits sur quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Euh, donc, on pourrait en discuter des heures, comme je viens de le dire, mais on pourrait en discuter aussi d'une d'autres perspectives. Si on parlait dans une logique épidémiologique, on cerne le problème pour, même sans vraiment bien le comprendre, pour pouvoir avoir une approche qui permette d'y travailler, d'identifier des symptômes par rapport aux causes. Dans le cas de ce qu'on a nommé radicalisation violente, j'irais différemment. C'est-à-dire que pour moi, il y a une question fondamentale. Et je pense qu'il y a une question épistémologique et un débat épistémologique sur le fond que Kamani a abordé un peu de loin, c'est quel est le rôle de la production de connaissances par rapport au phénomène? Quel est le rôle des chercheurs pour comprendre ce phénomène? Qu'est-ce que ça signifie d'être chercheur dans ce contexte? Et quelle éthique de la recherche on propose par rapport au phénomène étudié. Je pense qu'il y a une vraie question épistémologique derrière l'appellation, l'étiquetage du phénomène et comment on aborde le phénomène, quelle méthodologie on va développer pour aborder ce phénomène qu'on va identifier. Mais pour revenir à quelque chose de plus proche de nous, ce qui est en jeu, c'est quelle proportion de jeunes, puisque c'est encore des jeunes dont on parle, qui vont être impliqués dans le phénomène identifié. Quelle est la proportion des jeunes impliqués par rapport à l'ensemble et au portrait démographique et statistique de la jeunesse dont on parle, c'est-à-dire la jeunesse québécoise et canadienne dans toute sa diversité. Et je pense que pour moi, si la question est comment réduire les méfaits sur quelque chose dont on ne comprend pas bien, je retournerai la question pour ne pas parler de radicalisation violente. Ce qui, moi, va m'intéresser, c'est de comprendre qui sont ces jeunes, quelles sont leurs expériences, quelles sont leurs conditions de vie, quels sont les défis, les obstacles, et en même temps les ressources aussi auxquelles ils et elles vont posséder, vont faire face dans leur expérience, leurs conditions de vie et leur parcours. Dans ce contexte-là, quand on commence et on l'a vu ce matin dans les recherches, on a vu que les jeunes dont on parle se posent tout un tas de questions. Et au-delà de la radicalisation violente, ce qu'on voit et ce qu'on observe sur le terrain, c'est surtout des jeunes qui sont à l'avant-garde des transformations sociales. On a parlé d'environnement, on a parlé de violences sexuelles et intimes. On a parlé de tout un tas de choses qui mettent ces jeunes au cœur de ces transformations sociales contemporaines. Et ça, au-delà du phénomène de la radicalisation violente, on en parle peu en dressant le portrait des jeunes dont on parle sur la radicalisation violente. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de partir d'ateliers, par exemple. C'est-à-dire que dans les 2 dernières années, j'ai fait des ateliers dans les écoles secondaires avec à peu près 290 jeunes pour leur poser comment votre projet va-t-il changer le monde à partir d'ateliers d'innovation sociale. Et on voit justement que les questions que se posent ces jeunes sont, dans leur grande majorité, éloignées du passage à l'acte violent, de ces transgressions.
de cette déviance et de cette délinquance dont on va parler. Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans cette question épistémologique sous-jacente, c'est qu'est-ce qui nous attire en tant que chercheurs vers ces phénomènes minoritaires qui concernent une minorité de jeunes et avec un profil bien déterminé, comme l'a précisé Amani au départ. Il y a une vraie question éthique et épistémologique. Donc, et si je reviens à ces ateliers que j'ai menés dans les 2 dernières années, euh, les préoccupations des jeunes ne sont pas forcément les préoccupations qu'on a autour de la table aujourd'hui. Et ces préoccupations bousculent finalement le rapport des institutions, y compris de la recherche, y compris des institutions d'éducation, postsecondaire, secondaire et universitaire, sur les priorités à mener et à discuter avec ces mêmes jeunes, comme les nommait un peu plus tôt Amani, ces premiers concernants. Oui, très bien, merci beaucoup. Leslie, la question épistémologique et la posture de chercheur aussi est à considérer dans la compréhension de ce phénomène. Très intéressant comme angle à aborder. Merci beaucoup. Louis, à toi la parole, mon cher. Donc, comment peut-on réduire les méfaits de la radicalisation? Une grande question. Si on l'avait compris, on ne serait pas nécessairement là. Donc, les intervenants précédents ont bien mentionné, puis Leslie l'a insisté sur le fait que c'est extrêmement minoritaire comme phénomène. Donc, on ne peut pas arriver avec des catégories ou des profils parce que même si on se rend compte que c'est majoritairement tel genre ou telle origine ou telle catégorie sociodémographique qui va va passer à l'acte violent, c'est toujours une quantité statistiquement insignifiante de cette catégorie-là qui va. Donc, la majorité des attentats sont commis par des hommes, mais si on fait des programmes qui vont cibler tous les jeunes hommes, les jeunes hommes vont réagir comme n'importe qui réagirait en disant mais pourquoi on me cible moi, j'ai rien fait, j'ai rien à voir avec tout ça. Je ne sais même pas de quoi on parle et risque justement par défi, par sentiment de marginalisation, justement de faire ce qu'on leur reproche d'emblée de faire. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait au centre, c'est une approche vraiment au cas par cas et c'est une approche ciblée sur les besoins de l'individu. Donc, les gens qui nous contactent, ça va être soit des proches, soit des milieux professionnels, soit des individus eux-mêmes ou elles-mêmes, ce qui est plus rare parce que, évidemment, quand on est dans un parcours de radicalisation, on ne pense pas avoir nécessairement un problème, on pense avoir raison. C'est en général, on rejette le problème sur les autres, mais il y a toujours des moments de doute dans n'importe quel parcours. Il n'y a aucun parcours qui est linéaire. Il y a toujours des moments où il y a des doutes et il y a des gens quand même qui vont nous contacter. Certains sont dans un parcours judiciaire aussi et qui se posent des questions un peu sur leur avenir. Et il n'y a vraiment pas de profil, donc les interventions ou l'aide qu'on va fournir est au cas par cas. Et on se rend compte que même chez les gens qui ont les idées les plus dérangeantes ou violentes ou haineuses, il y a un fond, il y a des préoccupations qui sont parfaitement légitimes et on peut engager le dialogue sur la majorité des sujets, être d'accord sur un tas de trucs et aussi avoir une empathie envers ces individus-là qui souvent ont vécu des choses extrêmement difficiles. Donc, si on n'a bien qu'à se tourner contre l'ensemble de la société, c'est qu'on considère qu'on a été maltraité par cette société-là. Et souvent, c'est avec raison. Donc, le but, c'est un défi, c'est d'arriver à répondre aux besoins de base donc qui parfois sont très, très légitimes. C'est souvent des besoins de connecter avec d'autres personnes, d'avoir un cercle social significatif,
de se mobiliser pour une cause. Donc, ce sont des choses parfaitement légitimes. Et donc, vraiment, ça va être au cas par cas avec ben, différents acteurs de la communauté qu'on va essayer d'aider les individus à mobiliser, à se mobiliser, puis à répondre à leurs besoins fondamentaux. C'est vraiment de façon très, très large, mais c'est ce qu'on essaie c'est disons, la ligne qu'on essaie de suivre pour faire une différence euh, dans le parcours de ces individus-là, avec toujours l'enjeu qu'il y a beaucoup d'interventions qui peuvent être nuisibles, il y a beaucoup d'interventions qui peuvent être stigmatisantes, qui peuvent accélérer le problème, et c'est ce qu'on essaie d'éviter absolument. Justement, l'idée là aussi, c'est de proposer quelques solutions, si on peut dire. Donc, on va arriver à la dernière question et de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le milieu de l'enseignement, parce qu'on l'interpelle, le milieu de l'enseignement, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus aussi pour agir sur ces questions-là, sachant bien, et le milieu, le terrain nous le dit, il y a des manifestations qui se présentent, comme tantôt David parlait des groupes comme groupes LGBT qui vivaient certaines ostracisations donc dans le milieu scolaire et bien d'autres aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que le milieu de l'enseignement peut faire, autrement dit, pour aider, pour éradiquer, pour réduire, qu'est-ce qu'on peut proposer à ce milieu-là? Donc, là encore, Amani, à toi la parole pour nous faire quelques propositions dans le milieu de l'enseignement. Merci, Habib. Euh, je vois bien cette question dans la continuité de ce que Leslie disait tantôt sur les rôles de la science, les rôles du chercheur. Et donc, on en revient aussi au rôle de l'enseignant ou dans les milieux de l'enseignement. Et en fait, pour moi, il y a déjà une question des méthodologies qui est très, très importante. Qu'on fasse de la science, qu'on fasse les chercheurs, qu'on fasse l'enseignant, c'est de prendre les reculs aussi pour réfléchir à ce qu'on va faire, de quelle manière on va le faire. Donc, comment on va agir, comment on va prévenir, qu'est-ce que c'est déjà de prévenir, dans quelle approche et dans quel sens je vais prendre la prévention. Qu'est-ce que c'est déjà de les faire dans un milieu de l'enseignement. Et je trouve que sur ça, on a beaucoup de questions encore sans aucune réponse. Et particulièrement du point de vue de la méthodologie, c'est quelque chose qui, personnellement, me préoccupe un peu d'un point de vue académique dans les milieux de l'enseignement, que ce soit du cégepien supérieur ou universitaire ou que ce soit. C'est d'enrichir de plus en plus notre méthodologie et de la présenter de manière assez honnête et les plus riches possible, alors que j'ai l'impression qu'on va un peu plus vers on stagne un peu dans les mêmes méthodologies, on se contente un peu des certaines approches et d'apporter certaines connaissances qui ne sont pas forcément assez alimentées, assez documentées ou assez enrichies par assez des témoignages ou des vécus des personnes. Donc, c'est vraiment de nous replacer un peu, de pas nous faire prendre par cette dynamique de vouloir produire et de vouloir apporter, parce qu'après, on risque de tomber dans ce qu'on a produit juste avant, c'est-à-dire plein de connaissances, plein de théories basées sur des fois juste des débats. Si je pense au duel Roy-Keppel en France où on a kiffé produire un bouquin après l'autre pour répondre et pour contraster certaines personnes avec très peu des données, très peu des recherches sur le terrain, très peu des faits. Donc déjà, ça serait de prendre un moment pour réfléchir comment est-ce que je veux prévenir? Qu'est-ce que c'est de prévenir pour moi, pour mon établissement? De quelle manière je vais le faire? Et surtout, c'est important dans les milieux de l'enseignement parce que justement, si on va écouter les concernés, comme je l'ai fait dans les cadres de ma thèse, si on écoute les personnes qui ont été directement touchées par ces phénomènes au pluriel dont on parle, on voit que l'école, qui devrait être un contexte pluraliste, un endroit de cohésion, où on apprend à les vivre ensemble, en collectivité,
on a un sentiment d'appartenance à la collectivité qu'on partage, on devrait se sentir un peu appartenir à ça. Ben, c'est en réalité, ça s'avère un espace très, 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 très fort des discriminations, des racismes, des stigmatisations, ça persiste encore. Et c'est quelque chose, moi, personnellement, ça m'a beaucoup frappé. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu dans mon cadre analytique et c'est un sujet qui est revenu dans tous mes entretiens et j'ai rencontré 131 familles quand même. Donc, l'école, ça revient toujours comme un endroit où on n'est pas bien, où on ne se sent pas bien, où on vit des discriminations plus subtiles comme plus prononcées. Et c'est un milieu qui a beaucoup, beaucoup de travail à faire et sur lequel on a beaucoup de récits qui sont préoccupants et qui nous font un peu alarmer. Et surtout, on a un manque là, je reprends la formule qu'on a avec Habib dans l'école de la diversité qu'on organise à chaque année, mais il y a vraiment un manque d'espace de dialogue. Et Habib peut en témoigner, c'est une des commentaires qu'on nous a le plus fait l'année passée pour revenir sur l'école qu'on avait organisée. Les étudiants et étudiantes des cégeps, ils nous ont dit à plusieurs reprises, et on a continué à en recevoir des courriels et des messages jusqu'à 4-5 mois après, pour nous dire ben, merci. Parce qu'au cégep, on ne peut pas parler de ça, je ne peux pas poser cette question, je ne peux pas entendre une personne me parler de ça. C'est la première fois dans mon parcours que quelqu'un vient me parler de ça. C'est la première fois que je peux me permettre. Je me souviens, une étudiante m'a dit, j'ai pu me permettre de poser cette question. Dans ma classe, je ne peux pas poser cette question. Et ça, c'est un manque très, très important. On a des espaces qui sont très sécuritaires, qui sont très contrôlés. On est dans la peur et dans l'alarmisme constant. Et en fait, on étouffe parce qu'on a le droit d'avoir des doutes, on a le droit d'avoir un cerveau qui réfléchit, on a le droit de poser des questions, on a le droit d'aller tant loin qu'on veut avec notre tête tant qu'on a une personne avec laquelle on peut parler, une personne à laquelle on peut poser des questions, une personne avec laquelle on peut dialoguer, on peut se confronter et on peut juste se sentir à l'aise de le faire. Donc ça, c'est très important, la création d'espaces de dialogue, la méthode, la prévention et écouter justement les étudiants et étudiantes et leurs manques et leurs enjeux dans les cégeps ou dans les milieux scolaires en général. Oui, merci. Donc, espace de dialogue, on a parlé beaucoup, beaucoup depuis plusieurs années. Il y a toujours un effort à faire. Plusieurs vont dire manque de ressources pour créer des espaces de dialogue aussi. Et plusieurs aussi vont dire on a besoin d'outils pour créer des espaces de dialogue, mais la réflexion est toujours là et les propositions sont toujours bienveillantes et les bienvenues aussi pour améliorer les situations dans le milieu. Merci, Amani. Donc, je donne la parole à Leslie. Toujours la même question. Le milieu de l'enseignement ou scolaire, ou peu importe à quel niveau, qu'est-ce qu'il peut faire? Si vous pour ce tour de parole. Par contre, j'ai ma connexion qui est un peu, je peux disparaître à tout moment. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Si vous, je pourrais répéter ce que j'ai à dire, mais je vais le dire très simplement. Je pense qu'au-delà du manque de ressources et du besoin de ressources qu'on répète depuis plusieurs années et tout ça, et je rappellerai justement d'ailleurs que le centre de prévention menant à la radicalisation violente a été ouvert dans un contexte de réduction budgétaire dans les milieux communautaires. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui, moi, on a écrit un chapitre d'ailleurs avec Bochra sur cette question, en montrant comment, d'un côté, on enlevait les espaces justement pour s'exprimer d'expression libre aux jeunes, pour en ouvrir d'autres qui ne sont pas neutres. Et je pense que ce qui est en jeu, c'est pas tant le manque de ressources que qui produit ces espaces et comment on les produit, ces espaces. Et je prendrais aussi une position qui va pas forcément dans le sens de ce qui a été discuté jusque-là. Pour moi, si les professeurs et les acteurs des institutions d'éducation ont les ressources pour comprendre ce qui se joue dans les espaces d'éducation et dans les salles de classe, les jeunes aussi ont les ressources pour comprendre ce qui se joue dans les salles de classe et de comprendre ce dont ils et elles ont besoin. C'est-à-dire que pour moi, je mettrais plutôt les jeunes au centre de la production de ces espaces qui répondront à leurs propres besoins pour pouvoir les produire ces espaces eux-mêmes. Et je reviens aussi à ces ateliers que j'ai menés. La question était très simple dans ces ateliers. Comment mon projet peut-il changer le monde? Et j'inviterais une des possibilités pour les institutions d'éducation, c'est de laisser la place aux jeunes pour fabriquer leurs propres espaces.
Mais quand je dis laisser la place, et j'ai vu dans le chat quelqu'un qui discutait sur les espaces à créer ou les ressources qu'on offre à ces jeunes, ça peut faire peur, en fait, de laisser les clés de l'institution à des jeunes. Et en même temps, il n'existe pas de formule magique ou de formule clé en main. Donc, qu'est-ce qui empêche aux institutions de laisser la place aux jeunes pour fabriquer leurs propres espaces? C'est peut-être une piste de solution qu'on devra explorer. Une question institutionnelle, qui nécessite une réponse institutionnelle aussi là, dans ce sens-là, de peut-être explorer cette dynamique-là et voir, y a-t-il des contraintes, des peurs ou autres, et voir comment on peut dépasser ces contraintes-là. Merci, Leslie. Louis, la même question, donc toujours, c'est que peut faire le milieu de l'enseignement? C'est une question assez difficile et ça revient beaucoup. Il y a beaucoup de poids qui est mis sur l'institution scolaire parce que c'est effectivement un milieu de vie hein, pour les jeunes et ça a été nommé à quel point le fait de ne pas se sentir bien dans ce milieu-là va conduire à toutes sortes de problèmes et à une vision de la société qui va être assez négative. Ce qui a été dit précédemment, c'est les espaces de dialogue, puis des espaces où les jeunes eux-mêmes vont pouvoir s'exprimer de façon libre, sécuritaire, et proposer des choses, des solutions concrètes basées sur leur vécu, leurs besoins. C'est essentiel. Ça a été nommé dans le chat aussi, facile c'est plus facile à dire qu'à faire probablement pour le milieu de l'enseignement. Donc, on voit des plafonds qui tombent, des classes qui ne sont pas remplies par des professeurs nécessairement. Donc, on sent une véritable détresse là, chez les employés du système de l'éducation. Et donc, quand on n'est pas bien nous-mêmes, c'est dur d'aider les jeunes à se sentir bien aussi. Donc, il y a une question là bêtement de ressources ou de structures. Puis c'est dommage qu'on fasse un peu un jeu à somme nulle où si on donne à un, on enlève nécessairement ailleurs. Donc, il faut penser peut-être à notre façon d'investir dans nos services carrément. Là. Je pense que les intervenants ont nommé les pistes les plus prometteuses pour le milieu de l'éducation. Il faut que ça s'intègre dans le cursus puis dans les programmes qui existent déjà. Donc, il existe beaucoup de programmes extérieurs destinés au milieu scolaire, mais qui ne sont pas nécessairement menés en concertation avec le milieu scolaire. Donc, si ce n'est pas pris à bras-le-corps par le milieu, ça sera pas, ça va rester flottant comme ça, mais il y a beaucoup de, disons, de projets, de guides, d'ateliers vraiment prometteurs qui existent, qui méritent d'être d'être promus et d'être multipliés. Parfait. Merci. Merci beaucoup à nos trois panélistes. Merci à Mani, Louis et Leslie pour votre participation. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses aussi sur ce sujet-là. Donc, écoutez, ceci met terme à notre rencontre aujourd'hui, à notre colloque.